J'ai vu mes parents jeter une caisse de bois dans la rivière et je suis parti. Quand j'ai couru plus près, j'ai entendu un son faible de l'intérieur. S'il vous plaît, soyez vide, j'ai chuchoté, en train de le sortir. Je l'ai privé ouvert et ce que j'ai vu à l'intérieur. Je ne pensais jamais avoir été témoin d'une telle scène. Mes parents, deux personnes une fois saluées par tout Franklin comme des paragons d'honneur et de vertu, debout près du ruisseau, laissant une petite boîte en bois dérivée dans le courant. Au début, je pensais que c'était un rituel commémoratif pour Lucia, ma sœur, qui était morte quelques jours auparavant. Mais comme j'ai suivi le ruisseau et vu la boîte prise sur la banque, je me suis plié et j'ai ouvert son couvercle, et le monde autour de moi semblait s'effondrer. Ce qui était à l'intérieur m'a non seulement laissé stupéfait, mais m'a aussi fait réaliser que l'honneur sur lequel la famille Beaumont s'était toujours fière était construit sur un péché impardonnable. Bonjour, mon nom est Mason Beaumont. J'ai 31 ans, je vis dans un petit appartement à Nashville, où je passe mes jours avec une caméra captant les moments quotidiens que les gens surplombent souvent. Le coucher de soleil regarde de derrière un vieux toit, un sourire d'enfant dans la rue, ou la brise bruissant à travers les arbres. J'aime la liberté, le sentiment de respirer sans être examiné, sans être lié par des noms ou des réputations. Mais vivre comme ça n'est pas toujours facile, surtout quand vous portez le nom de Beaumont, un nom aussi lourd qu'un rocher qui presse sur mes épaules depuis que j'étais enfant. J'ai grandi à Franklin, Tennessee, à 30 minutes de Nashville. Notre maison était un ancien domaine tentaculaire avec des colonnes blanches imposantes et un jardin méticuleusement entretenu qui ressemblait à une peinture. Les gens l'appelaient le Beaumont Legacy, où 3 générations de ma famille avaient construit un empire non seulement de richesse, mais de réputation. Mon père, Harrison Beaumont, était le chef de famille. À 58 ans, il portait encore un air d'autorité, grand avec des cheveux argentés bien peignés et des yeux perçants qui semblaient coupés à travers tout mensonge. C'était un homme d'affaires prospère qui a fait de la fortune familiale un symbole de la prospérité du Sud. Mais pour moi, il était comme un roi dans son propre royaume où tout devait suivre ses règles de la façon dont nous nous habillions et parlions à la façon dont nous respirions. Ma mère Béatrice était différente. À 55 ans, elle était élégante dans chaque geste, aussi petit soit-il, de la façon dont elle soulevait un verre de vin à la façon dont elle souriait aux potences de charité. Elle était belle, sans défaut, comme si elle avait quitté une peinture classique. Mais je savais que derrière son sourire se trouvait une peur tranquille, la peur d'être oubliée, de décevoir mon père, de craquer le plaquage parfait que notre famille avait fabriqué. Elle a toujours essayé de faire tout bien, en gardant tout le monde sur la bonne voie. Mais parfois j'ai pris un regard perdu dans ses yeux, comme si elle ne savait pas pourquoi elle vivait. Et puis il y avait Lucia, ma sœur de 25 ans. La fierté et la joie de mes 2 parents. Lucia était la seule lumière dans cette maison froide. Elle avait des cheveux dorés qui brillaient comme la lumière du soleil, des yeux bleus clairs, et un sourire qui pouvait fondre même les cœurs les plus durs. Mes parents l'ont élevée pour être la femme parfaite de Beaumont. Intelligent, gracieux et capable de tourner les têtes. Mais je savais qu'au fond, Lucia ne voulait pas être juste une statue polie exposée. Elle aimait la peinture, la liberté des coups de pinceau sur la toile et les rêves. Elle a osé me chuchoter tard la nuit quand la maison dormait. Lucia était la seule dans la famille qui m'a fait sentir un éclat de chaleur, une trace d'amour véritable au milieu des formalités rigides. Les Beaumont étaient l'élite de Franklin. Nous sommes apparus à l'église tous les dimanches, vêtus de vêtements coûteux, souriant pour les caméras des journaux locaux. Nous avons organisé des activités caritatives, parrainé des rassemblements culturels et nous avons été salués comme la famille modèle du Sud. Mais derrière les portes de fer du domaine, les choses étaient loin d'être parfaites. Chaque repas était un rituel où les conversations étaient soigneusement curées, comme si un seul mot erroné pouvait faire tomber le monde. Mon père régnait avec la rigueur d'un dictateur, ma mère se conformait tranquillement. Et je me sentais comme un étranger perdu dans la maison même où j'ai grandi. Je me souviens encore des jours où j'étais jeune quand Lucia et moi nous faufilions dans le jardin derrière la maison, nous glissions sur l'herbe, et regardions les nuages passer. Lucia me parlait de ses rêves de devenir artiste, de peindre le monde tel qu'elle le voyait, à l'abri des attentes de nos parents. Je rirais et lui dirais qu'elle pourrait le faire, qu'un jour nous quitterions cet endroit et vivrions une vie où nous n'aurions pas à nous produire. Mais chaque fois que je parlais de partir, Lucia se taisait, ses yeux étaient teintés de peur. Elle aimait nos parents, même s'ils étaient étouffés, et je savais qu'elle ne voulait pas les décevoir. Quant à moi, j'ai renoncé à essayer de plaire à mon père il y a longtemps. À 19 ans, j'ai quitté Franklin, déménagé à Nashville, et suis devenu photographe freelance. Je voulais une vie simple où je pourrais être moi-même, pas le fils de Harrison Beaumont.
Mais même après mon départ, je ne pouvais pas couper complètement les liens avec ma famille. Je suis retourné à Franklin pour des vacances ou des événements familiaux obligatoires. Chaque fois que je passais par les portes du domaine, je me sentais étouffé, comme si l'air s'épaississait et me pressait contre la poitrine. Les dîners de famille étaient toujours silencieux, remplis uniquement de clinques de couverts sur des assiettes de porcelaine. Et les questions de mon père au sujet de mon travail, pas par négligence, mais pour vérifier si j'avais fait quelque chose pour déshonorer la famille. Ma mère essayait d'éclaircir l'ambiance avec des histoires d'événements caritatifs, mais ses yeux dardaient toujours à mon père, cherchant son approbation. Lucia, dans de rares moments, me faufilerait un petit sourire, comme pour dire qu'elle était encore là, toujours ma sœur. Tout dans notre famille semblait calme, comme la surface morte d'un lac du Tennessee sous le soleil. Mais je savais qu'en dessous, les sous-vêtements se mêlaient silencieusement. Quelques nuits, assis seul dans mon appartement de Nashville, j'ai pensé à Lucia, ma mère, mon père, et je me suis demandé si la façade parfaite du Beaumont pouvait cacher ses fissures pour toujours. J'ai senti le bâtiment d'étouffement comme une tempête qui s'approchait, et je craignais qu'en fin de compte, aucun d'entre nous n'apparaisse indemne. Les fissures ont commencé à se manifester lors d'un événement communautaire à Franklin, une affaire annuelle, où la famille Beaumont était toujours au centre de l'attention. C'était un jour d'automne croustillant, le ciel clair et bleu, l'air porteur de l'odeur des feuilles sèches et le son faible des violons dérivant d'une scène extérieure. Je me tenais au bord du jardin public, ma caméra pendait lâchement autour de mon cou, observant tranquillement la foule. Mon père, comme d'habitude, secouait la main avec les politiciens locaux. Ma mère sourit gracieusement aux côtés des femmes d'élite de la ville à Lucia. Ma sœur avait l'air rayonnante dans une robe vert pâle se déplaçant à travers la foule comme une douce brise. Mais ce jour-là, j'ai remarqué quelque chose de différent dans ses yeux. Il y avait une étincelle, non la lueur polissée par des années de leçons d'étiquette, mais une vraie lumière, comme si elle gardait un secret. Je n'y ai pas pensé avant de voir Lucia s'arrêter près d'un coin isolé de l'événement où se tenait un jeune homme. Il portait une chemise blanche simple avec des manches roulées, ses cheveux bruns torsadés et un sourire aussi lumineux que le soleil. C'était Eli Turner, mécanicien d'un petit garage à la périphérie de la ville. Je l'avais rencontré quelques fois en passant à Franklin, un gars qui travaillait dur et qui avait un moyen de mettre les gens à l'aise. Lucia et Eli parlaient, en commençant par une petite conversation polie, mais leurs yeux s'arrêtaient plus longtemps que d'habitude. De loin, j'ai senti un changement d'air, comme si un fil invisible venait d'être tiré entre eux. Leur relation s'épanouit tranquillement, comme des fleurs sauvages qui poussent entre les fissures et la pierre. Lucia a commencé à s'éloigner des réunions fastidieuses de la famille, faisant des excuses pour sortir. Et je savais qu'elle rencontrait Eli. Ils datent en secret, souvent dans des endroits où personne ne remarquerait, un petit café au bord de la ville ou un coin calme d'un parc au coucher du soleil. Je les ai attrapés une fois en passant devant une route. Lucia était assise sur un banc en bois, Eli à côté d'elle, riant tous les deux, les mains serrées. J'ai arrêté la voiture et je les ai regardés de loin, mon cœur se réchauffe. Lucia semblait vraiment heureuse, comme si elle avait trouvé un morceau d'elle-même qu'elle avait toujours voulu, mais ce bonheur était aussi fragile qu'un pétale dans le vent. Peu de temps avant que les rumeurs commencent à se répandre. Franklin était une petite ville où les secrets avaient un moyen de glisser à travers les murs. Un ami de ma mère a vu Lucia et Eli ensemble dans un marché fermier, un invité à une charité que ces murmures ont rapidement atteint les oreilles de mon père. Et quand Harrison Beaumont a entendu quelque chose qui lui déplaisait, le monde semblait arrêter de tourner. Je me souviens encore de ce dîner, l'air dans la salle à manger est lourd comme plomb. Mon père s'est assis à la tête de la table, ses yeux glacés, ses lèvres pressées dans une ligne serrée. Ma mère a essayé de maintenir son sang-froid, mais sa main a tremblé en versant de l'eau. Lucia s'assit en face de moi, sa tête fléchie, ses cheveux dorés cachent ses yeux. Personne n'a parlé. Le seul bruit était le clinque sec des couverts contre les assiettes de porcelaine. Puis mon père a parlé, sa voix basse et tranchante comme une lame. « Lucia, où étais-tu cet après-midi » Elle a levé les yeux en essayant de sourire, mais j'ai vu ses lèvres trembler. « Je faisais une promenade, père. » « Une promenade » Il leva un sourcil, son regard se perçant en elle. « Avec un mécanicien, la chambre s'est figée. » Ma mère a arrêté de respirer, sa main embrayant sa serviette. J'ai regardé Lucia, mon cœur battant, voulant dire quelque chose pour la protéger, mais ma gorge s'est serrée. Lucia a essayé de répondre, sa voix à peine un murmure. « C'est quelqu'un de bien, père. » « Il est bon ?» Mon père l'a coupé,
sa voix battait comme un tonnerre. Une vie pauvre, sans instruction, sans nom personne. Et tu oses l'appeler bon? Vous déshonorez le nom de Beaumont. Lucia abaissa ses larmes de la tête, tombant silencieusement sur son assiette intacte. Ma mère est rapidement intervenue, sa voix tremblant. Harrison, calme-toi. C'est probablement juste un malentendu. Mais ses yeux étaient vides, comme si elle ne croyait pas ses propres mots. J'ai regardé mon père, puis ma mère, puis Lucia, sentant une colère tranquille qui s'était mouillée dans ma poitrine. Mais je savais que si je parlais maintenant, les choses ne feraient qu'empirer. Depuis ce jour, Lucia a changé. Elle parlait moins, se retirant souvent dans le jardin derrière la maison, assise seule avec son chevalet et ses peintures. Son œuvre s'assombrit, remplie de gros gris et de blues profonds, comme si elle essayait de peindre son trouble intérieur. Elle a commencé à éviter les événements familiaux, citant l'épuisement ou l'agitation. Mais je savais qu'elle s'accrochait au dernier morceau de sa liberté, le bonheur qu'elle avait trouvé avec Ellie. Puis un jour, Lucia est venue me voir. Elle a frappé ma porte d'appartement de Nashville tard un soir, ses cheveux déshabillés, ses yeux éblouissants avec un mélange de joie et de peur. « Mason », murmura-t-elle, me serre les mains serrées. « Je suis enceinte. » J'ai été stupéfait par les mots. Une partie de moi voulait l'embrasser pour la féliciter parce que je pouvais voir la joie dans ses yeux, mais une autre partie savait que cette nouvelle serait une bombe qui exploserait dans la maison Beaumont. « Lucia », j'ai demandé, ma voix, « avez-vous dit à nos parents ?» Elle secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Je sais qu'ils ne l'accepteront pas. Mais j'aime Ellie. C'est tout ce dont j'ai rêvé. Je crois qu'ils comprendront si je peux expliquer. » Je les serrai, mais mon cœur était lourd. Je connaissais mon père. Je savais que son sens de l'honneur comptait plus que tout, même l'amour de sa fille. Le lendemain, Lucia en a parlé à nos parents. Comme prévu, mon père a éclaté en colère. Il a appelé Ellie un poignard d'or, a appelé Lucia un traître au sang de Beaumont. Il l'a empêché de quitter la maison, a coupé tout contact avec le monde extérieur, et l'a transformée en prison dans sa propre maison. Ma mère est toujours restée silencieuse, mais je pouvais la voir devenir plus harcelée. Comme si chacun des mots de mon père était un couteau coupant dans son cœur. J'ai essayé de parler pour convaincre mon père que Lucia avait le droit d'aimer qui elle voulait, cet honneur n'était pas tout. Mais il m'a regardé comme un étranger, ses yeux remplis de mépris. Mason, il a dit, sa voix froide comme de la glace. Si tu dis un mot de plus, tu es un traître à cette lignée. Je me sentais impuissant, mais je n'arrivais pas à regarder Lucia en cage. Je l'ai rencontrée en secret la nuit, murmurant par la porte de sa chambre fermée. Promettant que je trouverais un moyen de l'aider. Mais avant que je puisse agir, Lucia a pris les choses en main. Un soir, quand la maison dormait, elle s'est enfuie avec Ellie. Elle a laissé un petit mot sur mon bureau, simple et bref. Mason, merci. Ça va aller. Le lendemain matin, Franklin bourdonnait. Les rumeurs se répandent comme des feux de forêt. Mon père, avec sa richesse et son influence, a rapidement réduit au silence les ragots. Il a annoncé publiquement que Lucia était allée étudier l'art en Europe, poursuivant un programme prestigieux. Les journaux locaux dépendant de la générosité du Beaumont ont fait écho à l'histoire. Mais je savais la vérité. Je savais que Lucia avait choisi l'amour, même si ça lui coûtait tout. Après la fuite de Lucia, elle s'est évanouie. Pas de lettres, pas d'appels, pas de traces. Mon père avec son pouvoir et sa richesse a effacé tous les indices sur elle. Les journaux n'ont plus parlé. Les chuchotements à Franklin se sont progressivement dissipés et le nom de Lucia Beaumont a été enterré sous l'histoire fabriquée de son étude à l'étranger en Europe. Mais parfois dans les après-midi tranquilles à Nashville, j'ai entendu de vagues rumeurs que quelqu'un avait vu une fille ressemblant à Lucia dans une petite ville au sud de Franklin vivant dans une vieille maison en bois avec un homme. Je voulais croire que c'était vrai que Lucia vivait heureuse avec Ellie. Mais chaque fois que j'y ai pensé, mon cœur hachde. Je ne l'avais pas protégée. Je n'avais pas tenu ma promesse pour l'aider à échapper à la cage de notre famille. Mon père a mentionné le nom de Lucia dans la maison. Chaque fois que ma mère ou moi la laissons son nom glisser accidentellement, il nous éblouissait avec des yeux glacés, sa voix basse et coupante. Cette famille n'a pas une telle personne. Ma mère abaissait la tête en silence pendant que je collais mes poings sous la table en essayant de supprimer ma colère. Les dîners sont devenus un rituel sans vie où nous nous sommes assis ensemble mais nous nous sommes sentis comme des ombres incapables de rencontrer les yeux de l'autre. Ma mère est devenue plus mince,
les yeux rouges et gonflés, mais elle n'a jamais parlé. Je savais qu'elle portait un lourd fardeau de culpabilité, mais elle a choisi le silence comme elle avait toute sa vie pour préserver l'image parfaite de la famille Beaumont. Des mois se sont écoulés et le nom de Lucia a été lentement oublié dans cette vaste propriété. Je suis retourné à Nashville, pour reprendre mon travail de photographie. Mais chaque fois que j'ai pris ma caméra, j'ai vu le visage de Lucia dans mon esprit, son sourire radieux, ses yeux rêveurs. Je me demandais où elle était, si elle était heureuse, si l'enfant dans son sein était né dans l'amour. Mais il n'y avait aucune réponse. Seulement de longues nuits passées assis près de ma fenêtre à regarder les lumières de la ville et à prier pour ma sœur. Puis un matin, tout a changé. J'étais dans mon appartement à brasser du café quand le téléphone a sonné. La voix tremblante de ma mère est passée. Mason, rentre à la maison. Quelque chose d'important est arrivé. J'ai demandé ce qui n'allait pas, mais elle a seulement répété, venez, Mason, s'il vous plaît. Mon cœur courait un sentiment d'effroi qui surgissait comme une vague. J'ai sauté dans ma voiture et je suis allé frénétiquement à Franklin, peu sûr de ce que j'allais affronter. Quand je suis entré dans le domaine, l'air était lourd comme plomb. Mon père était assis dans le salon, tenant une enveloppe blanche avec le sceau de l'hôpital du comté de Colton. Ma mère se tenait derrière lui, le visage pâle, les mains serrées. La femme de ménage, Martha, se tenait dans le coin, les yeux rouges et déchirants. J'ai regardé mon père attendre, mais il a seulement poussé l'enveloppe vers moi, sa voix basse et mortelle. Lisez. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Les mots sur le papier dansaient sous mes yeux. L'hôpital a signalé qu'une patiente du nom de Lucia Beaumont était morte après avoir accouché en raison de complications obstétricales. Elle est décédée quelques heures après l'accouchement sans famille ni mari à ses côtés. Le nouveau-né était toujours en vie, temporairement sous les soins de l'hôpital. Personne n'était venu réclamer l'enfant. Je l'ai lu encore et encore comme si la lire assez longtemps changerait les mots, la transformerait en une histoire différente. Mais non, c'était réel. Lucia, ma sœur, était morte seule avec personne à ses côtés. Je me suis effondré dans une chaise, sentant le monde s'écrouler autour de moi. Quand j'ai demandé à mon cheval, mon père m'a regardé, ses yeux vides. La lettre est arrivée il y a 2 jours. 2 jours. Il l'avait gardée secret pendant 2 jours comme si la mort de sa fille n'était qu'un détail à gérer discrètement. Ma mère a éclaté en larmes, mais elle ne voulait pas me regarder. Je voulais crier pour tout casser, mais je suis resté assis là engourdi. L'image du sourire radieux de Lucia me coupe le cœur comme un couteau. Les funérailles de Lucia ont eu lieu peu après, méticuleusement organisées par mon père, discrètes et élégantes dans le domaine. Seuls quelques proches parents ont été invités. Pas de presse, pas d'invités extérieurs, pas de murmure de la vérité. Mon père voulait qu'il reste dans la famille pour protéger la réputation de Beaumont. Il n'a même pas mentionné le bébé, se contentant de dire, Curtly, tout a été géré. Je l'ai regardé, voulant demander au sujet de l'enfant, pour savoir où il était, mais son regard était comme un mur de pierre m'arrêtant. Ne vous en mêlez pas, Mason, dit-il, sa voix est froide comme de la glace. Ce n'est pas votre problème. Les funérailles ont eu lieu un matin de brume. Lucia était dans un cercueil blanc entouré de l'ice, sa fleur préférée. Elle avait l'air paisible comme endormie, mais je savais qu'elle n'était plus là. Ma mère se tenait à côté d'elle, fragile comme une ombre, ses yeux rouges, mais trop secs pour plus de larmes. Les quelques participants, parents éloignés et amis proches, ont pleuré l'image d'une belle et parfaite Lucia, la fille idéale de Beaumont. Personne n'osait mentionner la femme qui avait aimé la mauvaise personne, qui s'était enfuie pour vivre fidèle à son cœur. Je me tenais devant son portrait, débordé de culpabilité. Je ne l'avais pas protégée. Je l'avais laissée seule dans ses derniers moments. Lucia n'est pas morte de l'accouchement. Elle est morte parce qu'on lui a refusé le droit de vivre librement, rejetée par sa propre famille. Après l'enterrement, tout le monde est parti tranquillement. J'ai demandé à mon père à nouveau au sujet du bébé, mais il s'est détourné, disant que je n'avais pas besoin de m'inquiéter. Ma mère m'a regardé, ses yeux plaidaient, mais elle n'a rien dit. Je savais qu'elle mourrait à l'intérieur de la douleur, mais elle manquait de courage pour affronter la vérité. Cette nuit-là, après que tout le monde ait quitté le cimetière, je suis resté derrière. La brume de Franklin est restée épaisse et froide, m'enveloppant comme une couverture humide. Je me suis tenu devant la tombe de Lucia, rappelant discrètement les jours de notre enfance où elle me prenait la main et courait dans le jardin, en riant au milieu de pétales tombants. Mason, une fois elle a dit,
un jour je vais peindre le monde entier, et vous allez le capturer avec votre caméra, ok? J'ai promis que je le ferais, mais maintenant je suis resté ici devant une pierre tombale froide avec des promesses que je n'avais jamais tenues. Je me suis agenouillé, j'ai posé ma main sur la terre fraîchement tournée, et j'ai murmuré, « Lucia, je suis désolé. » Des larmes m'ont roulé les joues, se mêlant à la brume. Quelques semaines après les funérailles, je suis retourné au domaine de Beaumont pour rendre visite à ma mère. Je ne voulais pas y aller. Je ne voulais pas entrer dans cet espace oppressif et sombre. Mais je ne pouvais pas la laisser seule. Elle devenait fragile de jour en jour. Ses yeux ont coulé comme si son âme était partie avec Lucia. L'air dans la maison était lourd, étouffant comme un tombeau vivant. Personne n'a parlé de Lucia. Son nom était tabou, comme si elle n'avait jamais existé. Mon père a maintenu son extérieur acier, contrôlant tout avec une précision froide. Mais j'ai aperçu un regard perdu dans ses yeux, comme s'il fuyait lui aussi de son ombre. Ma mère était plus calme que jamais, se déplaçant comme un fantôme, ses mains tremblant alors qu'elle tenait sa tasse de thé. Je voulais dire quelque chose pour briser le silence mortel, mais chaque fois que je regardais dans ses yeux, je ne voyais que la douleur non parlée. Je n'en pouvais plus. J'avais besoin d'air. Il fallait fuir la maison qui m'étouffait. Je suis sorti au jardin derrière la maison où Lucia et moi jouions comme des enfants. Le jardin était encore beau avec des rosiers soigneusement taillés et un petit ruisseau babillant sur des pierres. Je me suis arrêté au ruisseau, prenant une profonde inspiration, essayant de trouver un peu de paix. Là, je me suis souvenu de l'appareil que j'avais installé il y a des mois quand j'avais voulu capturer la beauté de la nature pour échapper aux tensions de la famille. La caméra était toujours là, cachée sous le feuillage, enregistrant silencieusement chaque instant du ruisseau. J'ai récupéré la caméra et vérifié les images, pensant que les images pourraient me réconforter. Mais quand l'écran s'est allumé, mon cœur s'est arrêté. Quelques heures plus tôt au coucher du soleil, la caméra avait capturé quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Mes parents sont apparus par le ruisseau, leur posture rigide, comme s'ils ne voulaient voir personne. Mon père tenait une petite boîte en bois enveloppée de tissu blanc, son visage tendu, ses yeux scrutant les environs comme si on craignait d'être pris. Ma mère se tenait à côté de lui, sa tête fléchissait, ses mains serrées. Puis, comme résolu, mon père a libéré la boîte dans le ruisseau. Il flottait silencieusement avec le courant qui bobait doucement dans les ondulations avant. Mes parents se sont retournés et sont partis comme si de rien n'était. Je me suis tenu figé, prenant la caméra, mon cœur battait. C'était quoi cette boîte? Pourquoi mes parents ont fait ça? Un sentiment froid de peur m'a traversé comme une vague froide. Je ne pouvais pas comprendre, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Sans réfléchir, j'ai couru le long du ruisseau, les yeux fixés sur l'eau, à la recherche de la boîte. Le ruisseau a traversé le jardin, tissant entre les racines des arbres et les pierres. J'ai couru près d'1 kilomètre, mon souffle a griffé, mes pieds glissent sur la terre humide, mais je n'ai pas arrêté. Puis, parmi les racines enchevêtrées le long de la rive, je l'ai vue. La petite boîte en bois se faufile doucement dans l'eau. Je me suis précipité. L'eau glacée qui trempe mes chaussures, mais je m'en fiche. J'ai levé la boîte, mes mains tremblent. C'était plus lourd que je ne m'attendais, et comme je l'ai touché, j'ai senti un sentiment fragile de vie à l'intérieur. Mon cœur a couru, menaçant de éclater. J'ai mis la boîte sur la banque, ouvert le couvercle, et le monde semblait s'arrêter. À l'intérieur, enveloppé dans un tissu de coton blanc, était un bébé nouveau-né. Ses lèvres étaient bleutées, ses yeux fermés, mais sa petite poitrine se levait et tombait faiblement. Il était vivant. J'étais stupéfait, incapable de croire mes yeux. Ce bébé, j'étais sûr que c'était l'enfant de Lucia. Le petit-fils, disait mon père, était manipulé. Mon cœur s'est déchiré. Mes parents, ceux qui m'ont élevé, qui m'ont appris l'honneur et la famille, l'avaient fait. Ils avaient mis le bébé dans le ruisseau pour le laisser mourir. L'honneur de la famille Beaumont, que mon père plaçait avant tout, l'avait transformé en quelqu'un que je ne reconnais plus. J'ai accroché le bébé à ma poitrine, tirant ma veste autour pour le garder au chaud. Des larmes chaudes m'ont fait couler le visage en courant vers la route principale. Le bruit du ruisseau derrière moi semblait être une accusation qui résonnait dans mon esprit. Je ne savais pas quoi faire, mais je devais sauver cet enfant pour le protéger du monde qui avait pris sa mère. J'ai couru, mon cœur battait d'une manière erratique, mon souffle s'est évanoui, mais je n'ai pas arrêté. Je ne pouvais pas m'arrêter. À ce moment-là, j'ai compris que l'honneur de la famille Beaumont n'était pas seulement une façade.
C'était un monstre prêt à dévorer même l'humanité. Mes parents, pour le bien de leur soi-disant réputation, avaient choisi d'abandonner leur propre chair et leur propre sang. Je ne pouvais pas leur pardonner, ne pas comprendre. Mais je savais une chose. Je ne laisserai pas ce bébé souffrir du même sort que sa mère. Cette nuit-là, j'ai quitté le domaine avec l'enfant. J'ai conduit à Nashville, le tenant prêt, sentant son souffle faible contre ma poitrine. Je ne savais pas ce qu'était l'avenir. Je ne savais pas comment j'allais affronter mes parents, mais je savais que c'était le début d'un nouveau chapitre. L'un était tissé d'amour, de culpabilité et de rédemption dans l'ombre. J'ai regardé le bébé, ses yeux s'ouvrent, et j'ai murmuré, « Lucia, je ne laisserai pas ton enfant souffrir. Je vous le promets. » Je ne suis pas rentré à Nashville tout de suite. Je savais que si mes parents découvraient le bébé, ils feraient tout en leur pouvoir pour cacher la vérité, pour préserver la façade parfaite de la famille Beaumont. Au lieu de ça, j'ai conduit à une petite ville à plus d'1 heure de Franklin, assez loin pour que personne ne me reconnaisse. La nuit était amèrement froide, le ciel plein d'étoiles, mais tout ce que je pouvais voir était les lèvres bleutées du bébé dans mes bras. J'ai cherché une clinique privée à la périphérie, son signe néon clignotant comme une dernière flamme d'espoir. J'ai failli frapper à la porte jusqu'à ce qu'une infirmière l'ouvre. Ses yeux s'élargissent à la vue de moi embrayant un nouveau-né. Ma veste est trempée du ruisseau. « Aide-moi », je murmurai, ma voix. Le bébé, il doit être sauvé. L'infirmière n'a pas posé beaucoup de questions, m'emmenant rapidement aux urgences. Les heures qui suivirent passèrent comme un cauchemar lent. Je me suis assis dans le couloir, les mains tremblant encore, l'odeur aiguë de l'antiseptique épais autour de moi. Le médecin, un homme d'âge moyen aux yeux calmes, a travaillé sans relâche pour sauver le bébé. Je n'osais pas enlever mes yeux de la porte de l'unité de soins intensifs, comme si des clignements pouvaient faire disparaître l'enfant. Après ce qui semblait être une éternité, le médecin est sorti, essuyant la sueur de son front. « Il est stable », dit-il. « Mais le garçon est très faible. Si vous étiez arrivé quelques heures plus tard, il ne l'aurait peut-être pas fait. » Un garçon, le fils de Lucia. J'ai hurlé, me sentant comme si un rocher avait été levé de ma poitrine. J'ai été conduit dans une pièce où le garçon était couché dans un incubateur, minuscule et fragile, mais vivant. J'ai posé ma main sur le verre, des larmes coulant sur mon visage. « Merci, Lucia », je murmurai. « Tu étais fort jusqu'à la fin. » Je l'ai appelé Lucian, un nom qui signifie lumière en latin. C'était ma prière que sa vie s'élèverait au-dessus des ténèbres dans lesquelles il était né, au-dessus du monde qui avait pris sa mère. Je ne pouvais pas laisser Lucian grandir dans la tromperie de la famille Beaumont. Il ne pouvait pas être lié par ce soi-disant honneur qui avait détruit Lucia. Je savais que je devais le protéger, peu importe le coût. Je suis retourné à Nashville mais je ne suis pas retourné à mon ancien appartement. J'ai trouvé un nouveau petit endroit dans un coin calme de la ville où personne ne savait qui j'étais. J'ai déposé des papiers pour adopter Lucian comme un seul père nourricier en utilisant l'adresse de mon studio de photographie pour éviter tout lien avec Franklin. Je n'en ai parlé à personne. J'ai coupé tous les fils qui pouvaient les conduire à Lucian. Chaque jour, je m'occupais de lui, je changeais de couche, je préparais des bouteilles, je passais des nuits sans sommeil quand il pleurait. Ma vie tournait autour de Lucian. Simple mais profondément significatif. Je n'étais plus Mason Beaumont héritier d'une prestigieuse lignée. J'étais juste Mason, le père d'un garçon qui avait besoin d'amour. Chaque fois que je regardais le visage de Lucien, j'ai vu Lucia. Il avait ses yeux bleus clairs, le sourire innocent qu'elle avait eu quand elle était enfant, et la sérénité qu'elle n'avait jamais eue. Parfois, quand il dormait, je m'asseyais à côté de lui à regarder, et c'était comme si Lucia était encore là en souriant. Mais le souvenir du ruisseau de la boîte en bois m'a rappelé la réalité. Je ne pouvais pas pardonner à mes parents. Je ne pouvais pas comprendre comment ils pouvaient le faire, abandonner leur propre chair et leur propre sang juste pour protéger une réputation vide. Dans les longues nuits où Lucian dormait sainement, je me suis assis à la table de la cuisine. Écrivant tout. J'ai enregistré tous les détails du jour où j'ai reçu l'avis de décès de Lucia au moment où j'ai ouvert la boîte en bois par le ruisseau. Ces pages étaient comme un acte d'accusation, un enregistrement des péchés de la famille Beaumont. Je les ai enfermés dans un tiroir fermé, pas pour me venger, mais pour me rappeler que je devais faire bien par Lucien. Sous la lumière sombre de mon appartement, j'ai juré de l'élever comme le mien, de lui donner une vie de liberté sans limite d'honneur ou de sang. Lucien ne vivrait pas dans la cage que Lucia avait tenté de fuir à Franklin.
Mes parents ont continué comme si rien ne s'était passé. Ils croyaient que le bébé, leur petit-fils, avait été manipulé. Ils assistèrent à des galas de charité, sourirent pour des caméras et défendirent l'image impeccable d'Edmond. Je ne savais pas s'ils pensaient à Lucia, s'ils se sentaient coupables de ce qu'ils avaient fait. Tout ce que je savais, c'est que chaque fois que je regardais Luciane, j'ai vu une partie de la vie de Lucia, et je ferai tout pour protéger cette lumière. Au fil des ans, j'ai progressivement coupé le contact avec ma famille. Je suis toujours retourné à Franklin pour des vacances, mais seulement pour vérifier ma mère pour s'assurer qu'elle allait bien. Nos visites étaient brèves et embarrassantes. Mon père a toujours posé des questions sur mon travail, mais jamais sur ma vie. Ma mère me regardait avec des yeux tristes, comme si elle voulait dire quelque chose, mais sans courage. J'ai gardé Luciane secret pour qu'il ne le soupçonne jamais. Je savais que s'ils l'apprenaient, ils essaieraient de le contrôler. Pour l'attirer dans le monde où j'avais juré de le protéger. Mais au fond, je savais que la vérité ne pouvait pas rester enterrée pour toujours. Un jour, ces pages dans le tiroir verrouillé seraient ouvertes. Et quand c'est arrivé, l'honneur que mon père avait gardé toute sa vie s'effondrerait. Je n'ai pas attendu ce jour-là, mais je n'avais pas peur non plus. J'avais choisi mon chemin, celui de l'amour et de la rédemption. Le sentier Lucia n'avait pas pu marcher jusqu'au bout. 8 ans ont passé tranquillement depuis la nuit où j'ai quitté le domaine de Beaumont, tenant Luciane dans mes bras. Et j'ai appris que le vrai amour ne repose pas sur de grandes promesses, mais dans des moments simples, un câlin, un sourire, ou le regard d'un enfant qui font votre cœur. Je suis maintenant un homme tranquille, vivant discrètement dans une petite maison à la périphérie de Nashville. La maison n'est rien de spécial. Quelques photos encadrées sur les murs, un espace de travail encombré rempli de papiers et de caméras, et une petite salle colorée pour Luciane. Notre vie est simple, parfois difficile, mais pleine d'amour. Je travaille en freelance, prenant des photos pour des magazines locaux et parfois de grands projets dans des villes éloignées. Mais peu importe à quel point je suis occupé, je fais toujours le temps pour Luciane, le garçon de 8 ans qui est devenu le centre de mon monde. Luciane est un enfant remarquable. Il est intelligent, sensible, et il a un talent pour peindre qui me laisse dans l'admiration. Chaque fois qu'il prend un pinceau, c'est comme si Lucia revenait en vie. Ses coups sont vibrants mais doux, comme les rêves que sa mère a autrefois versés sur toile. Il aime s'asseoir pendant des heures près de la fenêtre, peindre des champs, des ruisseaux ou simplement la lumière du soleil scintille sur les feuilles. Je me tiens souvent tranquillement à l'observer, mon cœur me fait mal à la vue de ses yeux bleu clair. Comme Lucius, comme si elle était encore là à travers lui, me rappelant ma promesse. Notre vie n'est pas toujours facile. Certaines nuits, je m'inquiète pour l'argent. L'avenir de Lucien est si je fais assez pour lui donner une bonne vie. Mais chaque fois qu'il court vers moi, enveloppant ses bras autour de moi et criant « Papa maçonne, regarde cette peinture ». Tout mon épuisement s'efface. Je ne suis pas son père biologique, mais pour moi, Luciane est tout. Je lui ai appris à attacher ses chaussures, à tenir une caméra et à faire face à des jours difficiles avec un sourire. Je veux qu'il grandisse en croyant que la vie, aussi dure soit-elle, vaut toujours la peine d'aimer. Il y a des moments où le travail m'emmène, et je ne peux pas amener Luciane. À ces occasions, je l'ai envoyé à Franklin pour qu'il reste quelques jours au domaine de Beaumont avec ses grands-parents. La première fois que j'ai fait ça, mon cœur s'est tordu de peur. J'étais terrifié que mes parents soupçonnent quelque chose, qu'ils regardent dans les yeux de Luciane et voient la vérité. Pour empêcher cela, j'ai fait une histoire. Lucien était le fils d'un vieux collègue qui m'a sauvé la vie dans un accident. Quand cet homme est mort de maladie, j'ai promis de prendre soin de son fils et d'adopter Luciane. Mes parents n'ont pas posé beaucoup de questions. Peut-être parce qu'ils ne voulaient pas creuser plus profondément ou parce qu'ils étaient habitués à ma vie non conventionnelle. Mais je savais que chaque fois que j'ai amené Luciane à Franklin, je marchais une corde serrée où la vérité pouvait s'écraser à tout moment. Luciane a rapidement gagné mon affection de parent. Mon père, avec sa sternité habituelle, semblait s'adoucir autour de lui. Il admirait la politesse et la maturité de Lucien, qui hoche souvent la tête quand le garçon répond à ses questions d'une voix claire et confiante. « Cet enfant est bien élevé », a-t-il dit. Et j'ai forcé un sourire, cachant la douleur dans ma poitrine. Ma mère était différente. Elle regarda Luciane avec un mélange d'amour et de douleur, comme si elle voyait en lui une ombre familière. Une fois, je l'ai prise devant la fenêtre pendant des heures à regarder Luciane peindre dans le jardin derrière la maison. Ses peintures aux teintes douces, bleues, jaune pâle et rose étaient très semblables à Lucius depuis des années.
J'ai bien vu ses yeux, mais elle n'a rien dit, se détournant comme si c'était peur que regarder trop longtemps la brise. Je savais que ma mère avait senti quelque chose, mais elle n'en a jamais parlé. Il y a eu des moments où elle a tenu Luciane se branlant les cheveux, et j'ai vu ses mains trembler. Ce garçon est spécial, Mason. Elle a dit une fois, sa voix s'est étouffée. C'est comme s'il portait un morceau de quelqu'un qu'on a perdu. J'ai seulement hurlé, incapable de rencontrer ses yeux. J'avais peur que si je disais quoi que ce soit, la vérité s'effacerait et tout s'effondrerait. Mon père a fait moins attention. Pour lui, Lucien n'était qu'un enfant doué d'un talent artistique. La preuve que j'avais finalement fait quelque chose de bien, mais pour ma mère, je savais que son cœur était agité. Chaque fois que Luciane peignait, chaque fois qu'il souriait, c'était comme si elle voyait Lucia, la fille qu'elle n'avait pas protégée, n'avait pas le courage de s'accrocher. Je voulais lui dire la vérité, crier que Luciane était son petit-fils, le sang des Bullemons. Mais je ne pouvais pas par peur, mais parce que je ne voulais pas que Luciane soit traînée dans le monde qui avait pris sa mère. Chaque nuit, alors que Luciane dormait sainement, je m'assis près de son lit, regardant son visage paisible sous la lumière de la nuit. Ces moments m'ont fait réaliser que la vérité, même si j'ai essayé de l'enterrer, était de retrouver son chemin. Il vivait dans les yeux de Luciane, dans ses coups de pinceau, dans la façon dont son sourire reflétait Lucius. Je savais qu'un jour je devais affronter mes parents Franklin et le monde. Mais je savais aussi que ce jour-là, je ne laisserais pas Luciane souffrir comme sa mère. Je vis pour cette promesse, pour mon amour pour Lucien, et pour la croyance qu'un jour sa lumière dissipera les ténèbres de la famille Beaumont. Mais au fond, je sais que la corde serrée que je marche ne tiendra pas pour toujours. La vérité, comme les peintures de Lucien, finira par s'éclairer. Et quand c'est le cas, je vais devoir faire face à tout. Mes parents, le passé et moi-même. Mais ce printemps, alors que le doux soleil de Nashville s'est répandu dans les rues, j'ai senti une brise étrange, un signe que tout allait changer. Je me suis assis dans notre petite maison, en regardant Luciane peindre par la fenêtre, sa brosse dansant sur la toile, créant des pans vibrants de couleurs. À 8 ans, son talent dépasse de loin son âge. Chacune des peintures de Luciane était une histoire, un rêve. Un matin, en lisant le journal, j'ai découvert un article sur le concours des jeunes talents du Tennessee, un événement d'art à l'échelle nationale pour les enfants exceptionnellement doués. J'ai regardé Luciane peindre avec diligence un ruisseau qui brille sous le coucher du soleil, et j'ai pensé que c'était sa chance de briller, de laisser le monde voir la lumière que Lucia avait laissée derrière. Lucien, j'ai appelé doucement. Voulez-vous essayer de participer à un concours de peinture juste pour le plaisir et peut-être que vous rencontrerez d'autres enfants qui aiment peindre comme vous le faites? Il regarda en haut, les yeux bleus pétillants mais teintés d'hésitation. Je ne sais pas, Papa Mason, il a dit tranquillement. Et si les gens n'aiment pas mes peintures? J'ai souri, je lui ai bourré les cheveux. Ils vont adorer tes tableaux parce qu'ils sont aussi beaux que toi. Après quelques jours de réflexion, Luciane a hurlé et j'ai vu une étincelle de confiance dans ses yeux. Comme j'aurais toujours espéré. Nous nous sommes préparés pour la compétition au cours des prochaines semaines. Luciane a choisi une idée qu'il avait nourrie pendant un moment, une peinture du jardin derrière le domaine Franklin, où il s'était assis et avait peint avec sa grand-mère Béatatrice pendant les visites. Il l'a appelé le jardin de Dusk. Je l'ai regardé méticuleusement mélanger les couleurs, chaque pinceau caricaturait comme un murmure des souvenirs qu'il partageait avec elle, le soleil orange doré dispersé sur des rosiers, le bablage du ruisseau. Le jour de la compétition arrive et Nashville brille dans la lumière du printemps. Le lieu était rempli de couleurs remplies d'enfants de l'autre côté du Tennessee portant des instruments de peinture et des rêves pétillants. Luciane se tenait au milieu de la foule, petit mais confiant, embrayant sa peinture soigneusement enveloppée. Je me tenais derrière lui, mon cœur battait d'orgueil et de nervosité. Quand les juges ont appelé son nom, Luciane s'est avancée, plaçant sa peinture sur le chevalet, et j'ai vu chaque œil dans la pièce fixé sur lui. Le jardin du crépuscule était un chef-d'œuvre. Huée d'or, d'orange et de bleu. Recréer le jardin Franklin. Comme un rêve, tendre et vibrant. J'ai entendu des murmures de louanges, j'ai vu les juges sourire, et je savais que Luciane avait fait quelque chose d'extraordinaire. Les résultats ont été annoncés en fin de journée. Quand l'hôte a déclaré, la première place va à Luciane pour son travail. Le jardin au crépuscule. La chambre a éclaté en applaudissements. Lucien se tenait là, les joues bouffaient, son sourire aussi lumineux que le soleil. Il a couru vers moi, murmurant, « Dad Mason, je l'ai fait. » Je l'ai serré, les larmes tombent silencieusement.
Ce n'était pas seulement la victoire de Luchin. C'était à Lucia, sa lumière brille toujours à travers son fils. La peinture de Lucian non seulement a remporté la première place, mais aussi une prestigieuse bourse de la Tennessee Young Artist Association. Les journaux locaux ont rapidement repris l'histoire, l'appelant le jeune artiste talentueux de Franklin. Image de Lucian debout à côté de sa peinture avec son sourire innocent et des yeux brillants apparus dans les journaux et en ligne. Franklin a bourdonné, Nashville a bourdonné, et pendant que j'étais fier, un malaise calme a commencé à grandir. Bien que beau, ce projecteur rapprochait Luchin du monde où je l'avais empêché. Mes parents ont trouvé l'article un matin à Franklin. Je n'étais pas là, mais je pouvais imaginer le moment. Mon père assis à la table à manger tenant le journal, ses yeux s'allument au nom de Lucian. Ma mère versait peut-être du thé, s'arrêtait, sa main tremblait en voyant la photo du garçon. Ils m'ont appelé peu après, la voix de mon père brillait d'excitation rare. Mason, ton fils a fait quelque chose de grand. Notre petit-fils adopté. Qui aurait cru? Ma mère a dit moins, mais je pouvais entendre l'émotion dans sa voix. Lucian, c'est vraiment Mason spécial, comme un cadeau. Ils ont commencé à se vanter de leur petit-fils adopté partout. Lors de rencontres sociales, mon père a présenté Lucien comme le jeune espoir de Franklin, sa voix pleine de fierté alors qu'il parlait du prix du garçon. Ce garçon a un sang artistique rare, a-t-il dit, ignorant à quel point ses paroles étaient proches de la vérité. Ma mère sourit, mais je savais que son cœur était une mer d'émotions, de fierté, de culpabilité, et une vague douleur qu'elle ne pouvait pas nommer. Elle m'a souvent raconté les visites de Lucian à Franklin, comment il était assis à peindre dans le jardin, comment son œuvre lui rappelait Lucius. Il y a à propos de ce garçon, dit-elle, sa voix tremblant, comme s'il avait sa place ici. J'ai regardé de loin, joyeux hélas. J'étais heureux que Lucien ait été aimé et reconnu, mais je craignais que ce projecteur commence à briser le secret que j'avais gardé pendant 8 ans. Chaque fois que mes parents mentionnaient Lucien, chaque fois qu'ils se vantaient de lui, j'ai senti la faille fragile que je marchais trembler. La vérité sur Lucian, qu'il n'était pas le fils adopté d'un collègue. Mais leur petit-fils, le fils de Lucia, était plus proche que jamais de la surface. J'ai regardé Lucien, le garçon avec le sourire radieux, et je me suis demandé si je pouvais le protéger de la tempête qui venait, ou s'il serait celui pour mettre tout en lumière. J'ai décidé de retourner à Franklin, avec Lucian. C'était un après-midi de printemps avec un doux soleil doré s'étendant sur des routes familières. Lucian s'assit sur le siège arrière, embrayant une petite esquisse, chantant doucement une berceuse que je lui chantais. Je l'ai regardé dans le rétroviseur, mon cœur a mal à son sourire. Comme Lucius, je savais que ce serait le jour où tout changerait. Le jour où j'aurais affronté mes parents, le passé, et moi-même. Dans ma poche, j'avais une vieille enveloppe contenant des copies des dossiers de l'hôpital et de l'acte de naissance de Lucian, des papiers que j'avais gardés cachés pendant 8 ans. Ils se sentaient aussi lourds que le plomb, comme s'ils portaient le poids des péchés de la famille Beaumont. Quand nous sommes entrés dans le domaine, l'air était aussi sombre que jamais. Mon père était assis dans le salon à lire un journal, ses yeux aussi vifs et froids que toujours. Ma mère se tenait près de la fenêtre tenant une tasse de thé, son regard distant comme perdu dans un endroit lointain. Lucian courut vers elle, appelant mamie Béatatrice d'une voix joyeuse, et je vis son sourire, mais il était lassé de douleur. Mon père m'a hurlé dessus, sa voix basse. Mason, tu es de retour et notre garçon talentueux aussi. Il regarda Lucian, un éclair de fierté dans ses yeux. Mais je savais qu'il l'avait encore vu. Seulement en tant que petit-fils adopté, une partie de l'histoire que j'avais inventée pour cacher la vérité. J'ai souri à Lucien pour le rassurer, puis je lui ai dit doucement, « Lucien, pourquoi ne vas-tu pas jouer un peu dans le jardin? Je dois parler à grand-père et grand-mère. » Il s'est hissé, toujours insouciant, et s'est enfui vers le jardin avec son croquis où la lumière du soleil du printemps dansait sur les rosiers. J'ai attendu que la porte ferme jusqu'à ce que les pas de Lucian s'effacent dans le bruit du ruisseau babillant avant de retourner à mes parents. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai placé l'enveloppe sur la table devant mon père. « Papa, maman, j'ai dit, ma voix calme mais ferme. J'ai quelque chose à vous dire, mon père a froncé, abaissant le journal. Ma mère a tourné, sa tasse de thé tremblant dans sa main. Luchin n'est pas le fils adopté d'un collègue, a dit lentement, comme si j'avais peur de perdre mon courage si je parlais trop vite. C'est le fils de Lucia, ton petit-fils. La pièce est tombée silencieuse, comme si l'air avait cessé de respirer. Le tic-tac de l'horloge murale a marqué les secondes lentes comptant vers le bas.
Les derniers moments de l'honneur que mes parents avaient si fièrement défendu. Mon père s'est figé, sa main tremblait légèrement, ses yeux se fermaient sur l'enveloppe comme s'il ne pouvait pas croire ce qui était devant lui. Ma mère a fait un pas en arrière, sa tasse de thé s'est écrasée au sol, en morceaux. Des larmes ont coulé sur ses joues, et j'ai vu des souvenirs inondés dans ses yeux. Non, murmura-t-elle, sa voix s'étouffa. C'est impossible. Mais comme elle regardait à travers la porte vitrée vers le jardin, je savais qu'elle voyait la vérité. Les yeux bleus de Luciane, ses sourires, comme les coups de pinceau qui portaient son esprit, preuve indéniable. Mon père est resté silencieux, ses mains s'emparant du bord de la table comme si on essayait de s'empêcher de s'effondrer. J'ai ouvert l'enveloppe, retiré les dossiers de l'hôpital et l'acte de naissance et les ai placés devant lui. C'est la vérité, dis-je, ma voix est ferme mais lourde. Lui n'est le fils de Lucia. L'enfant que vous avez laissé dans le ruisseau, l'enfant que vous avez dit a été manipulé. L'air s'épaissit comme si tout l'oxygène avait été aspiré. Mon père s'inclina la tête. Et, pour la première fois de ma vie, je le vis sans voix. Il regarda Luciane, le garçon aux yeux de sa fille, et je vis l'effondrement dans son regard. C'était la présence commandante, le contrôle du froid. Seul un homme restait confronté à sa propre culpabilité. Ma mère marcha vers la fenêtre, tremblant en mettant une main sur le verre, regardant Lucien. « Oh, Lucia !» chuchotait-elle comme si elle voyait sa fille à travers le garçon. Je suis resté silencieux, pas accusateur, pas en colère. Je n'ai ressenti que le poids de 8 ans, comme si j'avais rendu la vérité à Lucia. Enfin, mon père a parlé, sa voix s'est brisée et le cheval haro. Maçonne, je suis désolé. C'était la première fois que je l'entendais s'excuser, et c'était comme un couteau, douloureux et libérant. Il regarda Lucien, les larmes s'abattant sur son visage. J'avais tort. La vérité était sortie. L'honneur que mon père avait gardé avec des mensonges s'est effondré, laissant seulement le regret et l'amour tardif. Je n'avais pas de rancune. J'ai soupiré comme si j'avais gaspillé le fardeau que j'avais porté pendant 8 ans. À ce moment, la famille Dumont a cessé de parler d'honneur pour la première fois. Il n'y avait que 3 générations debout ensemble. Mes parents, moi et Luciane, avec des larmes, du pardon et un nouveau départ. J'ai regardé Lucien, le garçon, sans le savoir, mais souriant. Et je savais que peu importe la douleur du passé, nous avions encore une chance de recommencer, de nous aimer vraiment. Dans les jours qui suivirent, le domaine de Beaumont fut dissimulé dans un silence inconnu. Mes parents, autrefois la pièce maîtresse de la scène sociale de Franklin, ont tous disparu du public. Les galas de charité, les sourires parfaits pour les caméras, les articles louant la famille modèle du Sud. Mon père, Harrison Beaumont, l'homme qui était grand comme un chêne, semblait vieillir depuis des décennies. Il parlait moins, souvent seul dans son étude. Son regard perdu dans le jardin où Lucia avait l'habitude de peindre. Ma mère, Béatatrice, s'est déplacée comme une ombre à travers la maison, ses mains se fermaient perpétuellement comme si elle essayait de s'accrocher à quelque chose, s'éloignant. Ils affrontaient leur conscience, les erreurs qu'ils avaient tenté d'enterrer, et je savais qu'ils souffraient. Je suis retourné à Nashville, reprendre ma vie avec Luciane. Je n'ai plus évité mes parents, mais je ne les ai pas cherchés non plus. Je me suis concentré sur le garçon, les matins l'emmenant à l'école, les après-midi peignant avec lui, et les nuits le chantant pour dormir. Notre vie était simple, parfois tendue, mais remplie de joie. Luciane grandit tous les jours, son sourire aussi lumineux que le soleil. Ses peintures sont plus belles que jamais. Chaque fois qu'il ramasse un pinceau, j'ai vu Lucia comme si elle vivait à travers chaque attaque de son fils. Tout ce que je voulais c'était garder le monde de Lucien paisible, pour s'assurer qu'il n'ait jamais porté les blessures que sa mère avait portées. Mais un jour, tout a changé. C'était un automne après-midi avec des feuilles dorées tapissant les rues de Nashville. Je venais de rentrer du travail quand j'ai vu une voiture familière garée devant ma maison. Le noir élégant de mon père Lincoln. Mon cœur a couru, pas par peur, mais parce que je ne savais pas pourquoi ils étaient là. Luciane jouait dans la cour avant, brandissant un bâton comme une fausse épée, riant alors qu'il poursuivait un papillon. Mes parents sont sortis de la voiture, leurs mouvements lents comme s'ils portaient le poids d'un monde plein de culpabilité. Mon père, dans un costume sombre, avait l'air las, mais a maintenu son comportement sévère. Ma mère, avec une écharpe de soie autour du cou, avait des yeux rouges qui s'éclairaient quand elle voyait Luciane. « Luciane » a-t-elle appelé, sa voix tremblant. Le garçon a levé les yeux, son sourire rayonnant,
et a couru pour l'embrasser. Grand-mère Béatatrice, grand-père Harrison. Il a applaudi avec bonheur, ignorant les tempêtes qui avaient balayé cette famille. Je me suis tenu sur le porche, en les regardant, mon cœur se rétrécissant. Mes parents se sont agenouillés, embrassant Luciane, et j'ai vu des larmes couler sur les joues de ma mère. Mon père a étouffé les cheveux du garçon, ses yeux plus doux que je n'avais jamais vus, comme s'il essayait de trouver un morceau de Lucia dans son petit-fils. Ils ne m'ont pas beaucoup dit au début. Nous nous sommes assis dans mon petit salon. Luciane jouant avec ses peintures dans le coin pendant que mes parents étaient assis en face de moi, leurs mains serrées. Maçon. Mon père a commencé sa voix. Nous sommes ici pour Luciane. Nous voulons faire partie de sa vie. Ma mère a hurlé, les larmes tombent à nouveau. Nous avions tort, maçonne, dit-elle, sa voix étouffait. Nous avons perdu Lucia, et nous avons failli perdre Luciane, aussi. Nous ne sommes pas ici pour nous amender. Nous voulons juste l'aimer vraiment. J'ai écouté en silence. J'ai regardé dans leurs yeux et pour la première fois je n'ai vu aucune peur de perdre la réputation, aucun contrôle froid. Je n'ai vu que de véritables regrets, la douleur des parents qui avaient perdu leur fille et voulaient maintenant récupérer leur famille par leur petit-fils. J'ai hurlé en disant peu. J'ai dit doucement. Mais tout doit être pour Luciane. Pas pour la réputation, pas pour le nom de Beaumont, seulement pour lui. Dès lors, mes parents ont commencé à visiter régulièrement Nashville. Ils ont apporté de petits cadeaux pour Luciane, un nouveau jeu de peinture, un livre d'images, ou tout simplement un gâteau ma mère s'est fait cuire. Ils ont fourni un soutien financier pour que je puisse inscrire Luciane dans des cours d'art avancés où il pourrait nourrir son talent. Mais surtout, ils ont passé du temps avec lui. Mon père, une fois si sévère, a fait trembler toute la maison. Maintenant assis pendant des heures à écouter Luchin parler de ses peintures, hoche avec un véritable intérêt. Ma mère tenait sa main, l'emmenait pour des promenades dans le parc, ses yeux illuminaient chaque fois qu'il souriait. Ces moments étaient simples, mais pour moi, ils valent plus que toute réputation. Lentement, nous sommes redevenus une famille. Pas la famille parfaite d'événements de charité ou d'articles de journaux, mais une vraie. Les repas de ma petite maison étaient remplis de rires de Luciane. Les histoires de ma mère et même les questions maladroites de mon père sur la peinture. Je les regardais et je me sentais en paix. Le passé ne pouvait pas être changé. Lucia était partie et les blessures qu'elle a laissées sont restées. Mais j'ai compris que les gens pouvaient choisir de vivre différemment, de choisir l'amour véritable plutôt que la fierté vide. Un après-midi, comme Luciane peignait dans sa chambre, mes parents se sont assis avec moi sur le porche. Mon père a regardé dans la distance, sa voix basse. Maçonne, tu as fait ce que je n'ai jamais pu. Vous lui avez donné une vraie vie. Ma mère a pris ma main, des larmes coulant sur son visage. Merci, dit-elle. Pour garder Luciane, pour garder un morceau de Lucia. Je n'ai rien dit, seulement hoche, mais dans mon cœur. Je savais que c'était ce que je voulais. Une famille qui n'avait pas besoin d'être parfaite, juste assez courageuse pour s'aimer vraiment. Notre vie familiale est devenue progressivement plus simple et plus chaleureuse. J'ai continué mon travail de photographie à Nashville, mais maintenant ma caméra n'a pas simplement capturé des moments de la nature ou des étrangers. J'ai photographié Lucien, courant dans le parc, riant avec ses grands-parents. J'ai capturé nos dîners modestes où mon père a partagé des histoires de sa jeunesse. Ma mère sourit doucement et Lucien se mit à poser des questions innocentes. Ces photos n'étaient pas parfaites, pas mises en scène comme celles de la galère de charité de Beaumont, mais elles tenaient l'amour. Ce que j'avais passé ma vie à chercher. Mon père, Harrison Beaumont, autrefois symbole de pouvoir et de prestige, a changé. Il s'est éloigné du monde des affaires, abandonnant les réunions et les accords de millions de dollars. Au lieu de cela, il s'est consacré à la charité, en finançant des bourses d'art pour les enfants défavorisés. Je l'ai vu à de petites expositions à Franklin debout parmi les enfants écoutant leurs rêves. Une fois qu'il a amené Luciane à l'un de ces événements, et je l'ai vu sourire comme le garçon pointait vers une peinture et a dit, « Grand-pa Harrison, ceci ressemble à celui que j'ai fait à la maison. » Mon père a tapé son épaule, ses yeux une lumière, non pas avec l'obsession de l'honneur, mais avec la chaleur d'un grand-père apprenant à aimer. Ma mère, Béatatrice, a aussi trouvé un moyen de guérir. Elle a rouvert la salle de peinture de Lucia au domaine Franklin, une salle fermée depuis que Lucia s'est enfuie. Elle l'a nettoyée, a accroché les vieilles peintures de Lucia, et l'a transformée en un espace créatif pour Luciane.
Chaque fois qu'il visitait Franklin, il courait directement dans cette pièce, s'asseyait au chevalet et créait des œuvres d'art vibrantes. Ma mère se tenait à proximité, regardant silencieusement, et je savais qu'elle voyait Lucia à chaque coup de pinceau. Il est tellement comme ta sœur, m'a-t-elle dit, sa voix tremble. C'est comme si elle n'était jamais partie. J'ai hurlé, me tenant la main, sentant la paix qu'elle avait redécouverte après des années de peur et de culpabilité. Plus que quiconque, j'ai compris que le pardon ne veut pas dire oublier. Le pardon consiste à apprendre à vivre avec le passé, à accepter les blessures et à les transformer en force. Je n'ai pas oublié ce que mes parents avaient fait. Le ruisseau, la boîte en bois, la douleur de Lucia. Mais j'ai choisi de pardonner. Pas pour eux, mais pour moi, pour Luciane, et pour le rêve d'une vraie famille. J'ai commencé à écrire un mémoire sur l'histoire de Beaumont. Des jours étouffants sous le plaquage d'honneur à la nuit où j'ai trouvé Luciane à notre voyage de redécouverte. Je n'ai pas écrit pour accuser mais pour dire la vérité, pour me rappeler que l'amour vaut toujours plus que toute réputation. Les mémoires se sont terminés par une ligne que j'ai écrite une longue nuit pendant que Luciane dormait à mes côtés. Aucun honneur ne vaut le sacrifice de l'amour. Aucune tradition n'est plus noble que la compassion. Des années plus tard, quand Luciane était plus âgé, il a trouvé les mémoires dans un vieux tiroir. Il l'a lu page par page, ligne par ligne, et j'ai bien vu ses yeux en venant m'embrasser. « Papa, Masson, dit-il, sa voix étouffait. Merci de me garder, de me parler de maman. Je le retenais bien, des larmes coulant sur mon visage. Luciane a compris que notre famille avait autrefois été perdue, prise dans un tourbillon d'honneur et de mensonges. Mais il a aussi vu comment nous avons retrouvé notre chemin par le pardon, par le courage de faire face à nos erreurs. Il portait cette leçon non seulement dans ses peintures, mais dans sa façon de vivre, de l'aimer et de faire face au monde. Notre histoire s'est terminée par un après-midi paisible à Franklin. Sous l'ancien chêne du jardin, j'ai pris ma caméra, prête à prendre une photo. Mon père était assis sur une chaise en bois. Ses cheveux argentés scintillent au soleil, racontant à Luciane une histoire de sa jeunesse. Ma mère s'assit à côté de lui, sa main s'entremêla de la sienne, souriant doucement tandis que Luciane interrompit avec des questions innocentes. J'ai levé la caméra, et en regardant vers moi, j'ai appuyé sur l'obturateur. La photo a capturé ce moment. Mon père, ma mère et Luciane assis ensemble, leur sourire serein avec rien à prouver, rien à cacher, juste l'amour, simple et vrai. En regardant cette photo, je savais que la famille Beaumont avait trouvé son chemin. Pas un chemin de prestige ou de tradition, mais un chemin de compassion. Je voulais laisser un message, non seulement pour ma famille, mais pour quiconque perdait des valeurs vides. L'honneur ne se trouve pas dans les lignes de sang, mais dans la façon dont nous choisissons de traiter ceux que nous aimons. Les bons pensaient autrefois que l'honneur était tout, mais nous n'avons appris qu'à partir de l'amour et de la sincérité. La vérité peut faire mal, mais le silence est cru. J'ai gardé Luciane secret pendant 8 ans. Et chaque jour passant, je me suis rendu compte que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est le seul chemin vers la libération. Le pardon ne consiste pas à effacer les erreurs. Il s'agit de se libérer du ressentiment. J'ai pardonné à mes parents non pas parce qu'ils le méritaient, mais parce que je voulais vivre une vie non liée par le passé. Parfois, une famille n'a pas besoin d'être parfaite, juste assez courageuse pour aimer vraiment. J'ai regardé Luciane, le garçon qui était devenu ma lumière, la lumière de mes parents et la lumière de la famille Beaumont. Sous ce chêne, je savais qu'on avait trouvé ce qui comptait le plus. Pas la gloire, pas la tradition, mais l'autre. Et alors que cette histoire glisse discrètement dans l'ombre de votre esprit, se dissolvant dans les espaces silencieux où se mêlent mémoire et mystère, comprenez que ce n'était jamais qu'une histoire. C'était un réveil. Un pouls brut de vérité humaine enveloppé de secrets murmurés et d'émotions voilées. Chaque mot est un éclat de réalité fracturée. Chaque phrase un pont entre monde vu et invisible. Entre la lumière de la révélation et l'abîme sombre de ce qui reste inconnu. C'est ici, dans cet espace de vie, que les histoires respirent leur magie la plus puissante en remuant les chambres les plus profondes de votre âme, provoquant les peurs non parlées, les désirs enterrés et les espoirs fragiles qui s'accrochent à votre cœur. Comme des braises fragiles. C'est le pouvoir de ces contes. Ces confessions numériques chuchotaient dans le vide. Où l'anonymat devient le masque de la vérité et chaque spectateur devient le gardien de secrets trop lourds pour porter seul. Et maintenant ce secret qui tremble l'écho de la réalité de quelqu'un d'autre devient une partie de votre propre narration ombreuse entrelaçant avec vos pensées éveillant cette curiosité indéniable. La faim insatiable de savoir ce qui se trouve au-delà.
Quelles histoires n'ont pas encore été racontées, quels mystères planent, juste hors de portée, attendant que vous les découvriez. Alors maintenez ce sentiment, ce fil électrique d'émerveillement et de malaise. Car c'est ce qui nous relie à travers le vaste réseau invisible de l'expérience humaine. Et si votre cœur s'affaiblit, si votre esprit s'attarde sur les choses et les choses, alors vous savez que l'histoire a été faite. Son travail, sa magie s'est tissée dans le tissu de votre être. Alors, avant de vous éloigner de ce royaume, rappelez-vous ceci. Chaque histoire que vous rencontrez ici est une invitation chuchotée à regarder plus profondément, à écouter plus fort, à embrasser les ténèbres et la lumière. Et si vous vous êtes trouvé perdu, vous vous êtes trouvé changé même légèrement, alors honorez cette connexion en maintenant la flamme en vie. Comme cette vidéo si l'histoire vous hantait. Abonnez-vous pour rejoindre la communauté des chercheurs qui poursuivent les vérités invisibles. Et sonne aussi. Soyez le premier à saluer la confession suivante, l'ombre suivante, la révélation suivante, attendant de se lever des profondeurs. Parce qu'ici on ne se contente pas de raconter des histoires. Nous les appelons. Nous devenons des vases pour les oublier, les cacher et les non-parleurs. Et vous, chers auditeurs, êtes devenus partie intégrante de ce rituel sacré. Donc, jusqu'à ce que le prochain conte vous trouve dans les heures calmes, gardez vos sens vifs, votre cœur ouvert, et n'arrêtez jamais de chasser les murmures dans le silence. Merci d'avoir regardé. Prends soin de toi. Bonne chance. L'astérisque. Après avoir écouté l'histoire d'aujourd'hui, peut-être a-t-elle soulevé de nouvelles questions dans votre esprit ou peut-être a-t-elle ramené de vieux souvenirs. Chaque jour sur Reddit, de nouvelles expériences et de nouveaux moments créent de nouvelles histoires et ils nous relient tous. Chacun a son propre voyage dans la vie et nous essayons tous de comprendre le monde à notre manière. Ces moments nous rappellent que nous sommes tous humains, parfois heureux, parfois tristes, et que nous apprenons toujours quelque chose de nouveau. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Vos pensées et vos commentaires nous sont toujours précieux car ils nous motivent à créer un contenu encore meilleur. Chaque histoire a son propre angle unique et notre objectif est de comprendre la perspective de chacun et de rendre notre contenu diversifié et relatable. Des histoires comme celle-ci nous aident à comprendre que le voyage de la vie est différent pour tout le monde. Et en entendant d'autres histoires, on apprend quelque chose de nouveau. Vous pouvez également partager vos propres histoires avec nous. Vos expériences nous sont également précieuses. Et si vous avez aimé cette vidéo, veuillez laisser vos commentaires. Nous visons à créer du contenu qui éclaire votre esprit et vous donne de nouvelles idées à chaque fois. Si vous avez déjà vu cette vidéo, vos commentaires sont encore importants. Avec chaque feedback, nous pouvons améliorer notre contenu et apporter une nouvelle perspective à nos téléspectateurs. Aujourd'hui, ce que nous avons vu n'était qu'une petite partie des nombreuses histoires partagées sur Reddit et à travers le monde. C'est un rappel de la façon dont nous essayons tous de comprendre la vie en partageant nos expériences entre nous. Cette vidéo n'était qu'un exemple de la façon dont nous essayons de nous connecter à d'autres par la narration, l'apprentissage des différents aspects de la vie. Nous espérons continuer à partager de telles histoires qui nous aident tous à apprendre et à grandir ensemble. Merci pour votre temps et n'oubliez pas de garder un œil sur d'autres histoires à venir bientôt. Si vous n'avez pas déjà, s'il vous plaît aimez et suivez pour plus de contenu étonnant. Votre soutien nous maintient et nous nous efforcerons de vous apporter des histoires plus stimulantes et réconfortantes. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin et restez curieux. Astérisque.